Nous allons commencer. Donc, rebonjour tout le monde. C'est avec profonde reconnaissance que je vous souhaite la bienvenue à cette conférence organisée et enregistrée par le comité équité, diversité et inclusion du Centre de recherche du CHUM. Je m'appelle Aïssata Sako, j'occupe des fonctions de directrice des programmes et du financement de la recherche dans le laboratoire de Dr Julie Bruno et je collabore avec d'autres chercheurs au Centre de recherche du CHUM. Je siège au comité éthique du CRCHUM et je suis heureuse de partager cet espace d'échange et d'innovation avec vous ce matin, ici, à Tiohtià:ke, Montréal, territoire traditionnel de la nation Kanien'kehá:ka, gardienne de ces terres. Je les remercie de nous y recevoir. Je suis née et j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Mes parcours personnels, académiques et professionnels m'ont permis de vivre et de réfléchir aux réalités de la colonisation, tant sur le continent africain qu'ici, au Canada. Cette expérience partagée avec les peuples autochtones m'amène à accueillir avec humilité et solidarité leur réalité. C'est dans cette perspective que s'inscrit la conférence de ce matin. Le comité EDI a le plaisir d'accueillir deux conférencières remarquables. Elles nous guideront aujourd'hui dans une réflexion sur la responsabilité éthique et juridique en recherche avec les peuples autochtones. Donc nous avons Karine Miller, professeure en droit constitutionnel et autochtone à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Karine, vous voulez monter déjà? Dans les travaux éclairent les enjeux juridiques liés à la gouvernance autochtone et à la reconnaissance des droits. On a Annie Poulain-Sanfassion. Est-ce que j'ai bien dit ça? Poulain-Sanfassion? Oui. Okay. Voilà. Vice-rectrice adjointe au vice-rectorat, au communautaire, à l'international et au premier peuple à l'Université de Montréal, qui œuvre activement à la transformation institutionnelle en faveur de l'autodétermination et de la sécurité culturelle des premiers peuples. Leur expertise et leur engagement nous permettront de mieux comprendre comment mener une recherche éthique et inclusive. Que cette matinée soit porteuse de dialogue, d'engagement et d'ouverture surtout. Donc, merci d'être là, puis bonne écoute tout le monde. Bon matin tout le monde. Merci d'être ici en présence et en ligne. Où est la souris? Voilà. OK. Donc, avant de débuter, nous avons une petite vidéo à vous présenter. Ça dure 2 minutes. Ça va vous permettre probablement de comprendre les visions du monde autochtone. Parce que lorsqu'on s'engage en recherche auprès des premiers peuples, il faut être capable d'adopter une perspective qui est cohérente avec la vision des premiers peuples. Donc, on s'est dit qu'au lieu de vous l'expliquer, on allait vous montrer un peu comment ça fonctionne. Et il faut savoir qu'au niveau des premiers peuples, il y a quand même une grande hétérogénéité au niveau des cultures, des réalités. Mais quand on parle de vision du monde, il y a quand même des points qui sont en commun. Donc, cette vidéo-là nous permet en fait de ressortir ces points-là. Donc, je vous présente ça. C'est une vidéo de 2 minutes. Les visions du monde autochtone sont souvent décrites comme étant holistiques et circulaires. En effet, dans plusieurs traditions culturelles autochtones, tous les éléments de la nature sont liés entre eux et interagissent afin d'assurer la survie de la Terre. C'est grâce à cette harmonie que les humains peuvent exister. Les valeurs de respect envers le territoire et le vivant, sans quoi la vie ne serait pas possible, perdurent encore aujourd'hui à travers la transmission orale des histoires et des mythes. Bien que les politiques d'assimilation aient notamment eu pour objectif de mettre fin à cette transmission, la mise en valeur de ces savoirs millénaires reprend de plus en plus une place importante dans de nombreuses communautés. Ainsi, dans plusieurs nations, les personnes aînées et porteuses de savoir racontent des histoires pour aider les enfants à comprendre les relations entre tous les éléments de la nature, comme les plantes, les insectes, les oiseaux et les poissons, les astres et les humains. Ces récits permettent aussi de transmettre des valeurs comme la compassion, le courage, l'humilité et la réciprocité, mais aussi certains savoirs en lien avec le mode de vie. Par exemple, le récit Anishinaabe de la Loutre raconte la création du monde par le Grand Esprit et le rôle pris par l'Esprit gardien de la Loutre pour enseigner aux humains l'harmonie et la collaboration.
Par ce récit, les enfants sont exposés à des valeurs fondamentales, à la relation unissant les éléments ainsi qu'au monde supérieur des esprits. Ces valeurs guideront par la suite le comportement des enfants et les connecteront à la Terre. Ces visions holistiques peuvent d'ailleurs parfois s'observer dans les remerciements adressés par les personnes autochtones aux éléments de la nature lors d'événements formels ou importants. La pratique de la reconnaissance est l'un des piliers de plusieurs cultures autochtones. Ce respect de la Terre, la relation intime avec le territoire et l'importance de l'interconnectivité entre nature, humain et esprit sont donc prépondérants dans les visions du monde autochtone. Donc, je vais poursuivre. Alors, ici, ce que j'ai essayé de faire, c'est que pour faire une mise en bouche, quand on travaille en contexte autochtone, il faut comprendre que souvent, la personne chercheuse va arriver d'une perspective, de certaines épistémologies, certaines ontologies, certaines bases axiologiques et avec des méthodologies particulières. Là, j'ai donné un exemple, en fait, c'est à ma droite, du positivisme. Pour les gens qui travaillent en recherche fondamentale, vous allez bien connaître cette posture de recherche-là. Donc, les connaissances, quand on a une posture positiviste, les connaissances vont être développées de manière objective, sans interférence de valeur du chercheur. On va essayer vraiment de se déconnecter, en fait, de la recherche, de faire de la recherche qui est très, très objective. On croit, en fait, que les connaissances, quand on va arriver à les prouver, ça va être des connaissances qui vont être transférables, on va pouvoir reproduire les résultats, ça va devenir, en fait, universel. Les connaissances vont être prouvées scientifiquement, vont être mesurables, on a des preuves écrites. On pense qu'il y a en fait une réalité, une fois qu'on la trouve, on va pouvoir avancer. Je pense qu'en recherche fondamentale, on pense beaucoup comme ça. Au niveau des valeurs de l'éthique, on va voir qu'on va respecter la vie privée. Là, on est vraiment dans les schèmes de bioéthique. Personne chercheuse doit obtenir le consentement de la personne, importance de minimiser les préjudices. Puis quand on regarde les méthodologies, on va fonctionner souvent au niveau des méthodologies quantitatives. Parfois, on va aller avec des méthodologies mixtes, mais on va quand même mettre un gros quant, un petit qual, si on fait du mix. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire ici en termes de perspective, d'épistémologie qu'on va utiliser en fait pour s'engager en recherche. Quand on s'engage en recherche autochtone, il faut changer la façon de voir les choses. Parce que là, vous avez vu le vidéo sans son, mais les visions du monde autochtone sont complètement différentes. Donc, on ne peut pas arriver en recherche autochtone et commencer à s'investir dans ces projets de recherche-là avec une posture positiviste. Ça ne va pas fonctionner. Donc, on va vous expliquer un peu pourquoi plus tard, mais si on regarde la vision du monde autochtone, ben c'est ça, les connaissances vont être développées à partir d'une vision qui est holistique, cyclique du monde. Les connaissances vont dépendre de la relation et la connexion entre les êtres vivants. Les connaissances vont être locales, subjectives, expérientielles. Il va exister plusieurs vérités et plusieurs réalités, dépendamment de la personne, d'où est-ce qu'elle est située, de sa relation avec la communauté, la terre, etc. La recherche va être contrôlée par les personnes autochtones, du développement à la diffusion des données. On va avoir un respect pour l'individu, mais aussi pour la communauté. Il va falloir penser à la personne dans son environnement et ça va être aussi très, très diversifié comme projet de recherche. C'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser une multitude de méthodologies et on va souvent favoriser le par et pour. Oups. Donc, la recherche en contexte autochtone ne s'est pas fait comme ça depuis des années. Je dirais que depuis longtemps, la recherche s'est faite plutôt sur les peuples autochtones. Et cette recherche sur les peuples autochtones a laissé des traces qui sont encore très, très présentes au niveau des communautés. Donc, lorsqu'on s'engage dans ce type de recherche-là, il faut s'attendre à avoir, par exemple, des groupes, des communautés qui pourraient être suspicieuses des raisons pourquoi on veut aller faire la recherche dans ces communautés. Depuis les années 1990, on tend à s'éloigner de cette posture de recherche sur les premiers peuples et plutôt avec, quoique c'est fait à géométrie variable. Je vous dirais que même s'il y a des bonnes intentions, pas toute la recherche auprès des premiers peuples est faite d'une façon qui respecte les règles de l'art.
Lorsqu'on a fait, en fait, j'ai dirigé un comité à l'Université de Montréal où on a déposé un rapport en 2025, début 2025, ça s'appelait « Décoloniser la recherche à l'Université de Montréal, réflexion sur les bases nécessaires au développement d'une stratégie institutionnelle ». Karine a aussi participé à ce comité-là comme membre. On a rencontré 25 personnes chercheuses, étudiantes, et on a rencontré aussi des partenaires communautaires pour comprendre en fait les grands enjeux de la recherche en contexte autochtone. Et les constats de ce rapport-là, c'est qu'il y a vraiment un besoin urgent de reconnaître le passé colonial et ethnocentriste de la recherche conduite en contexte autochtone, et puis favoriser dès les premières étapes en fait de la recherche un engagement des premiers peuples dans celle-ci. L'objectif, c'est vraiment de décoloniser la recherche puis rétablir la confiance en plaçant les savoirs et les priorités autochtones au cœur du processus scientifique. Durant ces travaux-là, et je m'excuse, la photo ne sort pas très, très bien. Elle est vraiment belle sur mon écran. Peut-être que c'est la résolution qui ne fonctionne pas tellement bien ici, mais bon, ça, c'est fait par l'artiste Carole Bérubé-Terrien, qui est une artiste inoue de Matimekouche, de Lac-Saint-John. Qui a noté, en fait, tout ce qui est ressorti des discussions avec les parties prenantes lors de notre consultation. Et donc, on a trouvé 5 grands enjeux. Et là, je ne vais pas toutes aller là-dedans parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps ce matin. Vous pourrez aller lire le rapport si ça vous intéresse, mais on a trouvé des enjeux en lien avec la sécurisation culturelle. Par exemple, le besoin d'avoir plus grand soutien et reconnaissance pour le rôle fondamental que jouent les partenaires autochtones dans la recherche. La représentation, qui est un autre enjeu important, la reconnaissance de l'hétérogénéité des cultures et des réalités autochtones, c'est pas souvent fait en recherche autochtone. La question de la réciprocité aussi, qui était très importante, la nécessité de faire des suivis, parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on fait de la recherche, parfois, on va avoir une approbation éthique, et puis après ça, on ne fera pas de suivi pendant 4 ans, et c'est là où est-ce que parfois ça va porter problème, préjudice, puis aussi de bien compenser, par exemple, les personnes dans leur rôle de partenaire. On a aussi des enjeux qui sont éthiques au niveau institutionnel. Ce qui est ressorti du rapport, c'est qu'on s'est rendu compte que parfois, les connaissances des comités éthiques n'étaient pas tout le temps à point pour être capable d'évaluer les projets de recherche au niveau autochtone et que parfois, c'était aussi la rigidité des cadres qui devaient être appliqués pour être capable de construire une recherche autochtone. Donc, si vous souvenez du tableau que je vous ai présenté il y a quelques instants, souvent les cadres éthiques vont être construits de façon de modèle très, très occidental. Et là, on arrive avec des visions du monde qui pourraient, de façon, c'est très fréquent, être incohérents. Donc, ça cause des problèmes. Et puis aussi, la question de ce qui constitue une relation avec une communauté. Est-ce que d'avoir une relation avec une personne autochtone, c'est suffisant pour faire un projet de recherche, ou si on parle plutôt d'avoir une relation avec la communauté par le Conseil de Nations? Est-ce qu'on parle du Conseil traditionnel? On parle de quoi quand on parle d'une relation avec une communauté? Parce que les communautés, je vous l'ai dit, c'est hétérogène, donc c'est quand même... voilà, je pense que tu vas en parler un petit peu plus. Et puis, finalement, on a des enjeux qui sont méthodologiques. Donc, les reconnaissances même des méthodologies et des épistémologies autochtones, c'est très, très difficile encore aujourd'hui d'être reconnu dans le milieu universitaire où on fonctionne de façon générale avec des modèles plus positivistes, post-positivistes, constructivistes, etc. Donc, Karine, je te laisse la parole. J'espère que j'ai bien fait ça, pas trop long. Oui, bonjour, Tiawak, merci Annie. Donc, je vais poursuivre après cette introduction en approfondissant avec vous pour à peu près les 30 prochaines minutes certains éléments dont on a abordé donc, de façon plus générale au départ, justement de manière circulaire pour avoir un portrait général des enjeux. Mais quand même, on s'adresse justement à une communauté de chercheurs, donc je pense que c'est important aussi d'approfondir ces concepts-là. Je suis juriste, je m'intéresse à la fois aux dimensions juridiques, mais aussi éthiques, à leur interrelation en contexte de recherche autochtone. Et donc, on parlait de ces différentes visions du monde, déjà qu'on est capable de constater, mais comment ça se traduit concrètement? Et en fait, ça peut nous amener à certains défis qu'on ne se doute pas, qui sont plus subtils en contexte de recherche. Et donc, je vais approfondir avec vous
3 principes importants qui ont à la fois des dimensions éthiques et des dimensions juridiques. Donc déjà la question de la sécurité culturelle, qui prend une double dimension en contexte de santé, à la fois dans le sujet de la recherche, mais dans le processus de la recherche elle-même, de la méthodologie du protocole de recherche. L'impact aussi du respect de l'autodétermination, de l'autonomie gouvernementale, donc il y a des droits spécifiques et qui sont vraiment en pleine croissance, d'être davantage reconnus. Ça a un impact dans la gouvernance de la recherche, la gouvernance des données et la façon dont on élabore et on commence à aussi modifier, moderniser différents protocoles de recherche et normes, standards en matière de recherche autochtone. Également, la question du consentement qu'on pense bien connaître, mais qui, en contexte de recherche autochtone, n'est pas si simple. Consentement préalable, libre et éclairé, une fois qu'on a dit ces mots-là, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut le contextualiser. Et c'est là où il peut y avoir vraiment différentes visions à ce sujet-là. Évidemment, ça doit être continu aussi. Alors, approfondir déjà la question de la sécurité culturelle, qui est souvent confondue avec la sensibilisation culturelle. Le fait d'être sensibilisé aux différences, il y a beaucoup de formations qui se donnent sur la sensibilisation. Puis on se dit que, notamment en contexte de recherche, le fait d'être sensibilisé aux différences culturelles, ça devrait être suffisant. C'est pas le cas. Donc, on doit aller vraiment, et au contraire, il y a des recherches qui démontrent qu'il peut avoir des effets, des effets négatifs et pervers à demeurer au stade seulement de la sensibilisation aux différences culturelles. Donc, on doit vraiment aller vers un objectif de sécurité ou sécurisation culturelle, là, en anglais, cultural safety, parce que ça a d'abord été documenté en anglais. Et vraiment, l'objectif, c'est d'arriver à transformer donc les institutions, et ça inclut également donc en contexte de méthodologie de recherche, pour protéger pleinement les droits, les besoins, les identités des personnes autochtones, donc saisies de leur point de vue. Et c'est là où est la clé, mais à la fois le défi qu'on ne soupçonne pas sur le terrain parfois. Et donc, la distinction avec la sensibilisation culturelle, plutôt que de focaliser simplement sur les différences, par exemple, différentes façons d'appréhender la recherche, on va vraiment aller déconstruire les rapports de pouvoir qui peuvent être sous-jacents du fait que la recherche, sans qu'on s'en rende compte, très souvent est gouvernée par un ensemble de normes, de standards, notamment en matière de financement de la recherche. Je vais approfondir cette question-là plus en détail ensuite. Qui a pour effet, donc, d'avoir des impacts très, très concrets à la fois sur le consentement, la gouvernance de la recherche. Donc, on déconstruit ces rapports de pouvoir-là. Également, pour déconstruire là où il peut y avoir de la discrimination systémique également et défaire les effets du colonialisme. Et je veux prendre le temps d'approfondir un petit peu avec vous aussi les fondements éthiques et juridiques de la sécurité culturelle, pour vraiment qu'on la distingue de la sécurisation. C'est intéressant parce que on a commencé à documenter seulement depuis les années 90 à peu près dans la littérature scientifique, d'abord en sciences infirmières, la sécurité culturelle, donc chez les Maoris en Nouvelle-Zélande. Ensuite, ça s'est répandu plus largement dans le domaine de la santé, des services sociaux. Maintenant, on en parle en matière d'éducation, en matière de méthodologie de la recherche, ça se développe grandement. En matière de relations de travail aussi, ce qui peut nous toucher comme chercheurs aussi, également. Mais donc, ça s'est développé depuis les années 90. Mais en même temps, c'est fascinant parce qu'on a une collègue à l'Université de Montréal, Yvette Molène, qui est professeure de langue Innu. Puis elle disait justement, lorsqu'elle participait aux démarches, au rapport décoloniser la recherche, elle dit en réalité, on en parle comme d'un concept relativement nouveau, mais elle dit, tu sais, le fait de se sentir vraiment respecté, considéré, puis pleinement égal, là, ça a toujours existé, cette idée-là. Ça a toujours existé. C'est humain, c'est universel. Mais bon, dans le domaine de la recherche et de la connaissance, on considère que ça existe depuis les années 90. Mais voyez, déjà là, quand même, c'est assez étrange. Donc, on étudie un objet comme si ça venait du milieu universitaire, alors qu'en fait, on parle là de valeurs qui ont toujours été. Alors, on peut déjà donc déconstruire la sécurité culturelle, arrive d'abord nous demande de prendre conscience des dynamiques de pouvoir et de domination, de non-domination. Donc vraiment de voir ce pouvoir qui s'exerce et qui peut influencer les personnes dans leurs choix
et même dans leur consentement pris de façon... Et donc, ça peut être assez subtil. Lorsqu'on parle de services de santé, on va parler, par exemple, au niveau du patient, d'une erreur de diagnostic qui, évidemment, peut influencer le choix de la personne sur les avenues qu'elle va prendre. Mais on peut prendre aussi l'exemple d'une personne qui ne se ferait pas offrir le choix d'une médecine traditionnelle de façon complémentaire, conformément à ses croyances spirituelles et au fait que ça la limite encore une fois dans ses choix. Alors là, on est sur la première application de la sécurité culturelle dans les soins de santé. Mais si on le ramène ensuite dans le contexte de la méthodologie de la recherche, bien, ça peut être la façon aussi dont on va présenter l'information qui, même si c'est complètement de bonne foi, on ne réalise pas en fait qu'on influence les choix et qu'on influence le consentement des personnes autochtones. Et ça prend, et donc on documente, vraiment on documente et c'est rapporté grandement encore aujourd'hui par les personnes et les communautés autochtones, ce rapport de pouvoir qui s'exerce. Alors ce n'est pas à prendre à la légère et je le rappelle, c'est pratiquement toujours réalisé dans un contexte de bonne foi sans qu'on s'en rende compte. Donc c'est une invitation, ce processus-là, à prendre conscience. Réellement. Donc, même chose donc pour le principe éthique sous-jacent de la justice épistémique qui nous arrive en fait à tenter de déceler ce qui peut être des injustices épistémiques pour pouvoir donc les enrayer. Des injustices épistémiques testimoniales, donc qui sont reliées au fait que la personne n'est pas suffisamment crue, ça peut être ça en contexte de soins, on n'est pas reconnu comme une personne qui a la connaissance, mais en contexte de recherche, bien, ça peut être ça aussi lorsque le chercheur souvent se place dans une posture où il pense connaître la façon dont on doit organiser le projet, puis il se dit, ben là, à un certain moment, je vais placer la personne ou les groupes autochtones ici. Ce qui évidemment amène à ne pas reconnaître pleinement la personne aussi comme détenant des savoirs, détenant des connaissances sur la méthodologie, sur la façon aussi de mener la recherche. Et ce qui est encore plus subtil, c'est les injustices herméneutiques. Et c'est celle-là qu'on se rend un peu moins compte. Injustices épistémiques herméneutiques qui veut dire finalement qui sont fondées sur l'ensemble des concepts, des outils épistémiques qu'on a pour décrire le monde qui nous entoure. Donc ça, c'est bien théorique, mais en pratique, ça signifie que, par exemple, ben, on n'a peut-être pas du tout la même compréhension de ce que c'est un consentement. On n'a peut-être pas du tout la même compréhension de ce que c'est une consultation, une collaboration. On parle de co-construction avec les nations. Qu'est-ce que c'est? De connaissance. Qu'est-ce que c'est que la connaissance? Puis là, on mêle les deux. On mêle à la fois le fait que le concept même de connaissance, on n'a peut-être pas la même compréhension. Puis en plus, il peut y avoir une injustice épistémique parce que relié à ça, justement, on va tenter de départager. On va se dire, oui, je suis ouvert aux connaissances autochtones. Mais là, nous-mêmes, on discrimine. On dit, ah oui, ça a l'air d'être une connaissance intéressante que je n'avais pas, mais celle-là, peut-être un peu moins. Donc, on se croit de bonne foi ouvert, mais on est quand même en train de discriminer en fonction d'une grille de lecture épistémique de notre monde herméneutique, ce qui pourrait fitter à l'intérieur. C'est un peu ça, et devenir une connaissance. Et donc, c'est toute cette question du savoir et de rapport à la vérité même, du rapport au savoir et à la connaissance. Ça nécessite réellement une déconstruction qui est profonde et ça a des impacts très, très concrets. Ce n'est pas qu'une discussion théorique. On le documente, on le voit fréquemment. Des projets de recherche où les personnes, on pensait vraiment qu'il y avait eu un consentement, mais il n'y en avait pas un. On avait consenti à quoi? Est-ce qu'on avait consenti à toutes les étapes? Pas forcément. Parfois, on a vu des cas où les personnes pensaient que à partir du moment où il y avait un consentement à soutenir une demande de financement, parce que ça commence comme ça, le projet de recherche, il faut le faire financer. On s'est dit, ben ça veut dire qu'on pouvait aller de l'avant, qu'on n'avait pas besoin de remettre en place un nouveau protocole, de valider à nouveau. Et ça amène des différends, voire même des conflits très, très concrets.
Et je veux vous parler d'un exemple dans la mesure des informations qui sont publiques, qui sont disponibles. Un exemple très concret, donc, d'un financement Apogée. Vous savez, les financements Apogée, c'est les financements les plus importants au Canada, qui sont financés par les 3 conseils de recherche. Je vous parle de l'exemple d'un projet de recherche qui est financé à hauteur de plus de 95 millions de dollars. Pour obtenir ce financement-là, évidemment, on parle de consortiums entre plusieurs universités, entre plusieurs chercheurs qui sont parmi les plus reconnus dans les paramètres du monde de la recherche alloctone. Un partenariat avec 7 organisations inuites. Et moi, je suis responsable de notre petite équipe à l'Université de Montréal, qui est une petite équipe qui joue un rôle tout à fait accessoire. Je suis loin dans la gouvernance de ça, vraiment. Mais bref, et dans ce projet, il y a une dimension qui touche à la santé des Inuits, à la sécurité alimentaire, à la qualité de vie relativement au transport par shipping dans le Nord. Mais évidemment, il y a toutes sortes d'autres dimensions qui ne relèvent pas que de la santé ou du droit. Et donc, on obtient le financement et justement, on pense qu'on peut aller de l'avant. Et finalement, pour toutes sortes de raisons, on réalise que les éléments du consentement ne sont peut-être pas là. On en vient à un point où ce projet, parmi les plus grands financements qu'on a jamais eus des trois conseils de recherche, est mis en péril. On remet en cause le partenariat. Il y a une université au complet, une très grande équipe qui a dû se retirer. Les 3 conseils ont dû intervenir. Ça, c'est quand même relativement récent. Des chercheurs individuellement se sont retirés alors qu'ils se sont mis à comprendre finalement ce que c'était que de travailler dans un rapport d'égal à égal avec les Inuits. Ils ne l'avaient pas compris. On ne parle pas d'étudiants, là. On parle de gens qui ont fait des carrières en recherche sur et avec, ils considéraient ce que c'était que d'être avec en recherche avec les peuples autochtones, mais on est maintenant en train de reconnaître des normes qui sont beaucoup plus élevées en matière réellement de rapport égalitaire. Et là, 1 an et demi après, on arrive là incessamment à la conclusion d'un nouveau protocole de recherche où les joueurs ont significativement changé. Je suis restée, je suis à l'aise d'être là. je suis heureuse. Alors non, on n'a pas d'enjeu à l'Université de Montréal, mais je pense que ça vaut la peine de montrer comment ça peut prendre une ampleur comme ça. Parce que parfois, on s'imagine que c'est évident, que nous, ça ne nous arrivera pas de se tromper. Ce n'est pas vrai. ça peut toujours nous arriver. Et donc, ah oui, j'ai changé de... Voilà, j'avais changé d'image. Bon, alors, et donc, rapidement, bien évidemment, tout ça... c'est également, donc on parle de principes éthiques, mais de principes éthiques de renforcement donc de ces garanties de partenariat qui sont quand même vraiment supportés aussi, il faut le voir, là, par la normativité juridique et une reconnaissance croissante des droits des peuples autochtones. Ça va ensemble. Donc, au niveau autant de l'égalité réelle, de la liberté de conscience lorsqu'on parle des savoirs, par exemple, du rapport à la science versus au savoir autochtone. Autodétermination, autonomie gouvernementale et consentement qui vont ensemble, donc maintenant avec des standards beaucoup plus élevés, à la fois qu'on peut rattacher à des droits constitutionnels autochtones en vertu de l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982, mais aussi la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones de 2007, pour laquelle on a un plan d'action au Canada depuis 2021 afin de la mettre en œuvre. Et les standards plus élevés commencent à se refléter dans les décisions des tribunaux, commencent à se refléter donc dans les attentes des communautés elles-mêmes, dans ce qu'elles demandent et dans ce qu'elles recherchent, dans des ententes contractuelles et des partenariats bien concrets. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il fallait faire attention, donc, de ne pas rester au stade de la sensibilisation culturelle. Évidemment, être sensibilisé à une réalité, à une différence, peut nous mener vers la sécurité culturelle, mais il y a un danger de se l'imaginer comme étant vraiment un continuum et de dire, bien, la sensibilisation, c'est une première étape et finalement, si je suis là, c'est mieux que rien. Pas forcément. Il y a des études qui démontrent, en fait, qui ont regardé les formations qui existent au Canada en matière de sécurité ou sensibilisation culturelle et les impacts que ça pouvait réellement avoir sur les personnes.
Il a été déterminé qu'en fait, les formations qui portent sur la sensibilisation peuvent avoir cet effet pervers de renforcer les stéréotypes. Parce que c'est fondé sur le fait de se sensibiliser au fait que l'autre est différent. On en prend conscience. Et là, si on reste là, on cristallise la différence. Le point de référence d'un point de vue normatif, par exemple en recherche, reste toujours celui du point de vue alloctone. La vision du monde, le protocole de recherche, sans prendre le temps vraiment de déconstruire tout ce qu'on disait précédemment sur notre façon de concevoir même les différents concepts qui sont clés. Alors, on fait juste dire, ben, les Autochtones, ils sont différents. Il faut trouver une façon de les inclure peut-être à quelque part. Ça peut même devenir un peu cosmétique. Et même en se représentant l'autre juste comme étant différent. Et ça, c'est vrai pour les peuples autochtones, mais c'est vrai aussi pour d'autres groupes de personnes en situation minoritaire. Ça peut juste simplement exacerber le fait que l'autre est différent. Alors que ce qu'on cherche plutôt à déconstruire lorsqu'on s'intéresse justement aux questions de rapport de pouvoir, de domination sous-jacente, d'injustice épistémique, on prend conscience du rapport de pouvoir, pas de la différence culturelle de l'autre, du rapport de pouvoir et de comment ça influence notre façon, par exemple, de concevoir la recherche. Pour là, repartir un petit peu du départ, désapprendre, c'est un petit peu ça, désapprendre pour le contexte de notre projet en recherche autochtone, désapprendre pour là rétablir une relation égalitaire où on va construire une méthode, un protocole qui nous mène à l'acquisition du savoir sur une base égalitaire, en mettant vraiment l'accent sur la dynamique relationnelle, qui est très, très importante aussi en éthique autochtone de façon générale. Alors, il y a une étude de Amélie Blanchette-Garneau et Pépin, 2012 aussi, qui met en lumière certains paramètres pratiques qui sont des éléments clés pour nous assurer le développement de milieux qui sont culturellement sécuritaires. Alors, on doit déjà toujours penser à nos prérequis, prérequis en termes de rencontres continues également à plusieurs moments. Surtout ne pas considérer, je le répète, que le consentement donné dans le contexte d'une demande de financement est suffisant. Oui, sensibilité accompagnée d'une conscience, d'une connaissance culturelle. C'est peut-être plus ça que seulement la sensibilité, que ça soit mis ensemble. C'est un prérequis, mais ensuite qui doit nous mener à la déconstruction donc d'un point de vue épistémique. Alors, il y a des attributs donc nécessaires pour la réussite. On doit arriver donc à avoir ce partenariat qui est égalitaire, à ce qu'il y ait une participation active des personnes ou des organisations et à avoir une protection aussi de l'identité culturelle et du bien-être des personnes. Et ça, encore une fois, c'est pas seulement d'avoir en tête que notre projet de recherche, selon nous, il va assurer le bien-être des communautés, mais comment les personnes on peut assurer leur bien-être pendant le processus. Et ça, encore une fois, en contexte autochtone, ça peut nécessiter vraiment d'avoir une approche un peu différente, notamment en termes de comment la rencontre, la discussion va se faire. Peut-être qu'elle va devoir se faire, elle va devoir prendre plus de temps. Elle va devoir être en personne, prendre le temps d'avoir un contact humain qui est autre, plutôt quelque chose de bien vite sur Zoom. Tout l'échéancier aussi de recherche va devoir être généralement plus long aussi. Et si on presse, si on comprime les personnes là-dedans, ben on s'assure pas du rapport égalitaire et du bien-être des personnes. Alors, il y a ça, le rapport au temps, là, c'est souvent sous-estimé. Et on doit toujours penser aux impacts pour les populations, évidemment, l'émancipation, l'efficacité, la qualité des soins, par exemple, donc justement, contexte de santé, l'égalité, la justice sociale, mais ces impacts sur les populations peuvent être définis par les populations elles-mêmes. Ça, c'est important. Et je vous mentionnais donc également la question de l'importance du consentement, bien sûr, qui est continu, également, et toujours de valider en cours de route. Donc, ça nous amène à revoir un petit peu c'est quoi qu'on considère comme un objet de recherche. Qui sont les acteurs? Donc, on en parlait tout à l'heure, on parle de partenariat égalitaire. C'est quoi les savoirs? Et aussi même, c'est quoi la liberté qu'ont les personnes chercheuses?
Parce que dans le paradigme autochtone, c'est ça, hein? On est chercheur universitaire parce qu'on se prévaut de la liberté académique. Mais peut-être que ça ne se matérialise pas exactement de la même manière. Ça ne peut pas se matérialiser de la même manière en contexte autochtone. Donc, ici, un extrait de l'article 24 de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones qui traite des savoirs vivants. Donc, ici, on l'amène sous la forme d'un droit, mais que les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle. Ils ont droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d'intérêt vital. Le reste de la disposition parle du droit d'avoir accès aussi sans discrimination aux services de santé même, hein, ce qui est le fondement du principe de Joyce notamment. Mais donc, ce qu'il y a aussi derrière ça, j'attire votre attention sur cette question des savoirs vivants. C'en est même un droit de les avoir. Donc, ça doit aussi d'autant plus faire partie de la façon dont on envisage la recherche en contexte autochtone, qui est cette valorisation des savoirs vivants. La recherche en santé autochtone par l'IRSC est définie par étant par ou avec des communautés autochtones. Et c'est toujours important aussi, donc, avant de se lancer en contexte de recherche autochtone, que ce soit ou non donc financé par ces organisations, mais on recommande fortement la lecture du chapitre 9, donc de l'énoncé de politique des 3 conseils qui porte sur la recherche avec les populations autochtones, où on définit notamment les connaissances autochtones, qui sont un synonyme de connaissances traditionnelles, qui sont des connaissances qui sont détenues par les Premières Nations Inuit ou Métis, qu'on dit qu'ils reposent sur leur sagesse, leur culture, leur expérience ou encore leur système de connaissances. C'est exprimé dans des formes dynamiques, passées ou actuelles. Donc, traditionnel ne doit pas être compris comme quelque chose qui est seulement passé. Ça peut être tout à fait présent. Ces connaissances peuvent s'exprimer donc dans des symboles, des arts, des rites cérémoniels, des pratiques usuelles, des récits, mais surtout des relations. Ça, c'est pas quelque chose qui est habituel en contexte autochtone, de dire que le savoir est dans les relations. Donc, je le répète, le mot tradition ne signifie pas nécessairement ancien. Et on définit également donc l'importance de prendre en compte les coutumes et codes de pratique de recherche des communautés. Alors, au-delà des politiques des institutions de recherche, des institutions universitaires et des organismes subventionnaires. Et donc, et là, c'est pas toujours simple parce que ces codes de pratique-là peuvent être exprimés sous forme écrite. Alors ça, il faut toujours valider. Il y en a quand même beaucoup. Là, il y a beaucoup de comités, de communautés ou d'organisations autochtones qui ont leur propre code d'éthique, mais il y en a d'autres qui n'en ont pas. Mais ça peut être aussi transmis de façon orale. Donc, il faut toujours bien prendre en compte. Et également, je porte à votre attention qu'en septembre dernier, le Fonds de recherche du Québec vient d'adopter une déclaration de reconnaissance des savoirs autochtones en collaboration notamment avec l'APNQL, l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador. Et on reconnaît dans ces savoirs, donc, notamment l'importance de la recherche d'un point de vue holistique, hein, qui fait appel, donc qui arrive vraiment à décloisonner ce qui appartient traditionnellement aux différents fonds de recherche ou aux différentes catégories en recherche. Et un petit exemple concret de pourquoi c'est vraiment important de bien les connaître, ces codes-là. Et c'est un exemple qui nous est rapporté par notre collègue Sandro Echaquan, qui est Atikamekw de la communauté de Manoan et qui est professeur de pratique en sciences infirmières à l'Université de Montréal, qui est aussi responsable des soins infirmiers dans sa communauté Atikamekw à Manoan, mais qui produit de la recherche. Et il nous disait, et là, évidemment, ça, je ne nommerai pas l'auteur ou l'article en question, mais il existe présentement, publié, un article sur des connaissances Atikamekw qui est dans un journal scientifique sérieux, qui est cité et reconnu comme étant une connaissance importante, mais que tous les Atikamekw et leurs alliés, les personnes en contexte autochtone, savent que ce savoir
est complètement faux et qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un chercheur qui n'avait pas pris le temps d'établir, un chercheur pourtant reconnu dans le milieu universitaire au Québec, qui n'avait pas pris le temps d'établir des bonnes relations et de comprendre ces codes justement de communication avec la communauté de Manoine et qui posait des questions sur le savoir traditionnel. Puis sans s'en rendre compte, il a un peu fait rire de lui et il y a un porteur de savoir qui leur a dit, ben écoute, c'est ça qu'on fait dans telle circonstance. Voici, c'est ça notre savoir. Et là, lui, il a pu documenter à l'aide d'un protocole là, qui a été reconnu par une revue scientifique très sérieuse qu'il s'agissait d'un savoir et présentement c'est cité. Mais ça n'en est pas. Et c'est un peu une façon de tout simplement c'est un peu une façon de rejeter l'ensemble de ce processus-là pour la communauté. Alors, et c'est quelque chose qui est relativement récent. Donc, évidemment, ce n'est pas un résultat que l'on veut obtenir dans nos recherches. Ce qui nous amène à voir aussi, à penser la question de la liberté académique, qui a posé certaines questions justement dans le projet Apogée tout à l'heure avec les Inuits que je vous soulevais, où il y avait vraiment des conflits assez importants au niveau d'orientation avec notamment une personne chercheuse en particulier, non pas sur le projet de recherche, mais sur d'autres prises de position publiques qu'avait pris la personne chercheuse et qui touchaient des éléments fondamentaux reliés à l'identité inuite notamment. Et pourtant, c'est une personne autochtone d'une autre nation. Mais et ce qui était plus difficile à comprendre ici, c'était les limites, en fait, de ce qui peut sembler être notre liberté académique de nous exprimer sur tout sujet, dans tout contexte. Si on est en contexte de partenariat avec des populations autochtones, ben peut-être qu'un peu, en fait, à tout moment, on ne peut pas séparer un projet de recherche et un autre. Les communautés, les personnes autochtones sont en relation avec vous comme personne, votre organisation, votre groupe comme communauté de recherche. Et s'il y a un conflit de valeurs, ben, il n'y aura pas possibilité de poursuivre la recherche. C'est ça, finalement. Et la liberté académique, il faut la comprendre comme étant délimitée par ces paramètres d'éthique de la recherche autochtone dans le cadre du partenariat. Alors, plus rapidement, le temps file, il y a une influence assez importante des organismes subventionnaires. Donc, j'ai mené une recherche justement dans la foulée d'avoir constaté qu'on a besoin d'approfondir ces questions de méthodologie. Donc, dans ce contexte de décolonisation, d'autochtonisation de la recherche universitaire. Donc, déjà, ce qui est important à retenir, hein, c'est que des paramètres de l'équité, de la diversité, de l'inclusion de l'EDI sont souvent présents dans des politiques institutionnelles. Ça se multiplie également au niveau des organismes subventionnaires. La décolonisation et l'autochtonisation, ça ne relève pas de l'EDI. Hein. L'EDI, là, on vise à inclure des minorités. On parle, par exemple, d'EDI pour inclure des personnes d'origine immigrante. Alors que la décolonisation et l'autochtonisation, on parle d'une reprise de pouvoir, de gouvernance en matière de droits qui sont fondés sur une souveraineté préexistante. Et là, cette expression-là, je la prends de la Cour suprême du Canada, là, mais c'est une souveraineté qui est préexistante. C'est pas une revendication, là, c'est un droit qui est prouvé, qui a une souveraineté préexistante. Et ça, ben, il n'y a aucun autre groupe au Canada qui peut aspirer à avoir tel genre de droit. Donc, l'idée, c'est pas d'intégrer dans le modèle allochtone, c'est de permettre que le modèle autochtone puisse avoir la liberté d'exister et qu'on entre en relation de façon égalitaire avec lui. Ceci dit, il reste quand même que les différents fonds de recherche vont se fonder sur des critères d'EDI pour nous dire, par exemple, ben, il faudrait inclure une personne autochtone dans le projet de recherche. Bon. Ça peut mener à des bons résultats, ça peut mener à de l'instrumentalisation aussi, et ça ne nous garantit absolument pas qu'on va suivre un protocole éthique respectueux. Au niveau des IRSC, du CRSH, on parle d'une recherche qui est par et avec, mais notre recherche nous démontre que c'est souvent compris comme étant un peu plus avec, et avec quand même encore dans une situation où le chercheur allochtone se met en posture hiérarchique supérieure. Donc, il y a encore du travail à faire là-dessus.
Et donc, on note que on a recensé donc le point de vue des personnes, communautés et organisations autochtones sur ces protocoles, notamment dans le cadre d'une grande enquête du gouvernement du Canada. Et donc, selon plusieurs de ces organisations, la recherche actuelle et les modèles de financement de la recherche renforcent les déséquilibres de pouvoir qui ont un impact négatif sur le bien-être spirituel, mental, physique et émotionnel des Autochtones. Donc, même en suivant les protocoles de recherche, pas les protocoles, les lignes directrices éthiques qui existent présentement avec les organismes subventionnaires. Même à ça, ce n'est pas suffisant. C'est ce qu'on va voir ensuite qu'il faut aller un peu plus loin parce que, encore, les modèles de financement sont faits pour que les institutions et les personnes autochtones soient celles qui, généralement, sont détentrices des fonds et puissent gouverner les protocoles. Et ça nous mène encore très souvent à une approche qui est extractive. Donc, la recherche ne peut être décolonisée si les personnes autochtones ne peuvent établir leurs propres priorités et diriger leur propre recherche. Donc, ce n'est pas toujours le filtre des organismes subventionnaires qui permet de le garantir, mais vraiment les mesures dont va prendre le chercheur pour garantir cette posture éthique appropriée. Un exemple ici d'une citation de Lucien Saint-Onge, qui est Innu, qui nous dit « Le chercheur doit être un Wichima », donc qui est en langue Innu, qui veut dire un co-voyageur, un compagnon dans l'action, celui qui soutient l'autre. La collaboration, c'est de marcher côte à côte, de ne pas avoir à suivre derrière le chercheur. Alors, je pense que c'est une belle image. Et dans cette enquête, on mentionne finalement qu'on doit s'imaginer notre approche de recherche comme étant un espace de rencontre et de coexistence entre deux types de méthodologies. Celle des universitaires, qui sont spécialistes d'un certain territoire intellectuel, et celle des communautés autochtones, acquises par l'expérience et la fréquentation de leur territoire physique et symbolique. Ce qui fait donc que lorsqu'on s'engage dans un contexte de recherche autochtone, oui, il nous faut absolument bien connaître et respecter minimalement l'énoncé de politique des 3 conseils, le chapitre 9 sur la recherche autochtone, mais il faut aller plus loin. Déjà, il faut l'interpréter, ce chapitre 9-là, à la lumière des principes qu'on a vus, parce qu'un texte, c'est une chose, mais il faut l'interpréter à la lumière des valeurs, des principes sous-jacents. Mais il faut aller plus loin et rechercher aussi tous les autres protocoles qui nous viennent des communautés visées elles-mêmes et qui sont pertinents. On a notamment au Québec un protocole de recherche des Premières Nations, Québec-Labrador, qui a été élaboré aussi avec la collaboration d'universitaires, mais qui est très élaboré, donc qui vaut la peine d'être consulté. Il existe également la National Inuit Strategy on Research, les principes PCAP dont je vais discuter juste ensuite, mais surtout, ayez le réflexe de vous demander s'il n'existe pas des protocoles, principes et cadres, même pas tout à fait écrits ou peut-être par coutume, qui sont visés par chaque nation, communauté ou organisation touchée. Alors, il y en existe vraiment plusieurs. Ici, vous en avez certains exemples de la communauté de Kahnawake, du Cree Board of Health and Social Services of James Bay. Alors, il faut toujours faire cette recherche d'abord pour voir ce à quoi on doit se conformer. Ce qui m'amène à terminer justement avec la question de la gouvernance des données, des principes PCAP, qui nous viennent donc du Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations, à l'initiative de l'Assemblée des Premières Nations du Canada, et qui ont justement été mis en place donc en réaction dans les années 90 à des enquêtes qui se faisaient au niveau fédéral sur des données en matière de santé des peuples autochtones et qui se faisaient donc sans la participation et même la possibilité que les peuples autochtones puissent avoir accès à de telles données. Donc, on a mis sur place et je vous invite fortement à aller voir le site Internet parce que il y a vraiment un ensemble de ressources très, très importantes, que ce soit pour vous, que ce soit pour vos étudiants, même des petites vidéos. Il y a des données même disponibles qui viennent des communautés elles-mêmes. Donc ça, c'est intéressant, mais des ressources éducatives également sur les bonnes approches. Et donc, ces 4 principes directeurs sont ceux de propriété, de contrôle, d'accès et de possession des données.
Donc, évidemment, il y a de la recherche qui se fait par le centre. Donc, évidemment, si la recherche se fait vraiment directement par la communauté autochtone, ça va répondre effectivement à ces critères-là. Mais évidemment, ça s'adresse beaucoup à de la recherche qui est faite en contexte alloctone. Ces fondements éthiques et juridiques, je le mentionnais tout à l'heure, sont liés à des droits très particuliers que seuls les peuples autochtones peuvent se revendiquer parmi d'autres groupes au Canada, qui sont des droits de gouvernance, d'autonomie gouvernementale, qui ont un fondement constitutionnel, qui ont un fondement en droit international aussi. Et ce qui fait qu'on ne parle pas tant juste que de propriété de la donnée, de la maîtriser et de l'avoir virtuellement, qu'en réalité d'un droit de gouvernance sur la donnée ou sur l'objet ou sur le produit de la recherche. Ce qui fait que parfois, la donnée, elle va pouvoir, oui, être détenue par d'autres organisations, mais elle doit pouvoir avoir un regard sur ce qu'on va faire de ces données-là ensuite. Et là, ça doit être concilié avec la liberté universitaire. C'est un peu dans le même mouvement de la restitution aussi des artefacts autochtones dans les musées au Canada. Donc, pour amener une gouvernance auprès des communautés, mais parfois, pour des fins d'intérêt du public et par le choix de la communauté, l'artefact va demeurer dans le musée, mais avec une entente avec la communauté qui va pouvoir garder une gouvernance sur où est-ce qu'il est exposé, cet artefact, comment, qui peut y avoir accès, qu'est-ce qu'on y fait. Alors, et c'est la même chose avec les données en matière de recherche. Donc, c'est vraiment une question de souveraineté par rapport aux données et de droit de gouvernance. Alors, je repasse la parole à Annie pour notre conclusion. Donc, on a fait quand même un bon tour de roue, je pense, sur les enjeux, mais aussi les cadres qui sont disponibles pour mener des recherches qui sont éthiques et qui sont aussi bien ancrées dans les cadres juridiques. Peut-être en conclusion, je dirais que pour s'engager en recherche autochtone, il faut adopter une différente posture. Donc, en tout départ, je vous ai parlé des différentes épistémologies. Je pense que Karine l'a vraiment bien articulé, comment ces différentes épistémologies peuvent se confronter, voire devenir incompatibles s'il n'y a pas de discussion et de dialogue entre les peuples autochtones et les personnes chercheuses. Donc, on parle ici d'une éthique décoloniale de la recherche qui va nous demander de s'engager à se remettre en question sur nos modes de pensée. Puis à construire des relations qui sont fondées sur une autre compréhension du monde. Donc, quand on part en recherche, puis qu'on veut développer un projet avec les communautés autochtones, avant tout, il faut se dire, est-ce que je suis prête à déconstruire, en fait, ma façon même de penser la recherche? Et est-ce que je suis prête, en fait, à entendre comment les gens avec qui je vais collaborer réellement vont pouvoir nourrir, en fait, tout ce processus-là? Et puis, c'est pas seulement entendre, mais aussi peut-être revoir cette façon de faire. L'éthique décoloniale va aussi inviter à une réflexion critique sur l'histoire personnelle et professionnelle. Je pense que c'est important aussi de réfléchir sur qui on est. Karine a parlé dans le début de la première section des relations de pouvoir. Mais les relations de pouvoir sont inhérentes, en fait, à qui je suis en relation avec l'autre. Donc, c'est très important quand on commence à faire de la recherche en contexte autochtone de réfléchir, et là j'entends un écho, de réfléchir sur comment ma posture de personne, peu importe ma positionnalité, mais aussi comment moi, comme chercheur, je vais être vue en arrivant dans la communauté et comment ça pourrait affecter justement toute la question du consentement. Est-ce que les gens vont dire oui parce qu'ils pensent que je connais des choses spécifiques? Vous comprenez? Donc, c'est vraiment important de réfléchir sur soi-même. Il faut aussi réfléchir sur les structures sociales et de recherche qui perpétuent le colonialisme. Tout à l'heure, je vous ai parlé du rapport sur la décolonisation. Il y a des recommandations qui ont été émises de ce rapport-là. Par exemple, de revoir en fait comment on fonctionne au niveau de l'approbation éthique. Donc, si on s'engage dans une éthique qui est décoloniale, c'est important en fait de pas juste penser à moi comment j'interagis comme chercheur, mais aussi de penser plus largement les structures dans lesquelles la recherche va se construire. Puis les dynamiques de pouvoir dans les milieux d'enseignement, de recherche et d'intervention sociale, on n'en a pas parlé beaucoup, mais
quand on fait la recherche, et on est tous des personnes chercheuses ici, il y a quand même des attentes. On fait une demande de subvention, ça vient avec un nombre d'années, ça vient avec un budget, l'argent est versé chaque année, il faut avoir dépensé, il faut faire, il faut faire les choses d'une... Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Ah, c'est tactile. C'est tactile. Bon. Euh, donc, ça vient aussi avec des contraintes. Et je pense que ça, c'est important qu'on les réfléchisse, ces contraintes-là, parce que ça peut mener, en fait, certaines personnes chercheuses à aller dans des pratiques qui sont pas optimales. Mais c'est pas nécessairement parce que la personne est de mauvaise volonté, c'est parce que les contraintes placent, en fait, la personne chercheuse en porte-à-faux avec ce qu'il faut faire, les besoins des communautés et les demandes, en fait, des organismes subventionnaires. Puis la recherche décoloniale, finalement, va mettre l'accent sur une participation qui est significative et non instrumentale. On a réfléchi beaucoup dans le contexte d'un autre travail ensemble sur l'accueil des personnes aînées en contexte universitaire. Et on peut consulter quelqu'un, ça peut prendre 5 minutes, mais on peut aussi penser à une réelle participation. Et c'est quoi la participation? Est-ce que c'est juste de dire, ben, est-ce que tu signes ici, tu es d'accord? Est-ce que tu me donnes une lettre? La lettre, elle vient de qui? Ça va être quoi ton droit? Ça va être quoi ta responsabilité tout au long du projet? Est-ce qu'on va vraiment écouter? Donc, il faut vraiment y aller dans une posture qui est non instrumentale et je vous dirais même de contrôle dans la mesure du possible. Puis, ça peut emmener des défis éthiques, certes, parce que ça se peut que la communauté propose quelque chose qui, peut-être au niveau scientifique, fonctionne pas dans votre posture de chercheur. Mais à ce moment-là, ce qui est important de faire, c'est justement de construire ce dialogue-là et d'être capable d'expliquer, de parler et d'arriver à un point de rencontre. Donc, c'est pas de mettre de côté la recherche scientifique de la manière qu'on le connaît ou de juste partir d'un côté avec la recherche scientifique, mais c'est vraiment d'être capable de dialoguer puis d'arriver à des points de rencontre. Donc, c'est vraiment ça, en fait, l'engagement des premiers peuples. Donc, c'est une participation au plus haut niveau en créant des conditions qui sont favorables puis un engagement continu. C'est important vraiment de toujours vérifier. Le consentement, c'est pas quelque chose qu'on fait au départ puis qu'on ne vérifie pas. Et puis, équitable tout au long du processus. Donc, ça conclut la présentation. On a plusieurs sources ici. La source, le S est tombé. Il a décidé qu'il ne tenait pas ce matin. Donc, vous pourrez les consulter, le rapport de la décolonisation aussi. Et voilà, on va avoir une période de questions et de discussion si ça vous convient. Merci. C'est à Wankinet. Nous disons merci infiniment à Annie et à Karine pour la présentation. Nous allons passer à la période des questions-réponses et vous pouvez venir directement au micro. Je peux me balader avec. Et puis les personnes qui sont dans le Zoom, vous pouvez prendre la parole aussi pour les questions. Merci pour le séminaire ce matin. C'était excellent. Je suis Rodney, un chercheur ici au CHM. Je suis aussi un prof à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Et j'ai une question liée à mon rôle à l'École de santé publique où j'enseigne un cours pour les étudiants de deuxième cycle depuis les dernières quelques années, où les étudiants doivent développer un protocole pour leur propre recherche. Mais en fait, comme vous savez, on a plein des étudiants qui travaillent avec dans le programme de recherche de leur superviseur. Et j'ai constaté pendant les dernières années que les étudiants qui font un projet de recherche dans le cadre de dans le domaine, je dirais, de la santé autochtone, on a plein des profs qui ne suivent pas les principes directeurs pour travailler par et avec les communautés autochtones. Ma question, c'est comment est-ce que je pourrais, en tant que prof dans ce cours, orienter les étudiants ou aider les étudiants qui travaillent dans les programmes de recherche qui ne suivent pas
les principes? Like, c'est une grande question, hein, mais c'est un défi que j'ai eu pendant les dernières années. Ben, on parlait de relation de pouvoir tout à l'heure. Je pense que ça place l'étudiant dans une relation de pouvoir très difficile parce que c'est pas facile pour une personne étudiante de confronter son professeur, directeur de recherche, surtout quand que l'évaluation de son projet est reliée à ça. Moi, je dirais que peut-être on aurait avantage à réfléchir collectivement sur les prérequis à s'engager dans une recherche autochtone, que ce soit de la posture d'une personne étudiante ou d'une personne chercheuse. Je pense que, des fois, on se dit, ah oui, on connaît les communautés, on connaît, mais moi, je pense que tout le monde devrait au moins suivre, bon, je vais parler pour prêcher pour ma paroisse, mais on devrait vraiment suivre au moins une formation comme la formation Place au premier peuple, qui place les bases au niveau du contexte légal, du contexte éthique, de la sécurité culturelle, c'est quoi les conditions nécessaires, qui fait faire des exercices de réflexion. Et je crois aussi que les gens devraient aussi s'assurer qu'ils ont suivi la formation PCAP, parce que c'est une formation en fait qui se suit en ligne. Ça peut être aussi suivi en groupe, donc les gens du Centre de gouvernance des données autochtones peuvent venir sur place, aider en fait à avoir une réflexion sur ce contenu-là. Je sais que moi, quand je dépose des demandes de subvention aux IRSC, on me demande d'avoir suivi la formation sur l'équité des genres. Alors, je l'ai suivi, je mets mon certificat et je peux déposer ma demande de subvention. Donc, je pense qu'au niveau de la recherche autochtone, on devrait aussi se doter de mécanismes pour justement prévenir. Parce que souvent, les enjeux qui émergent en contexte autochtone, ce sont des enjeux qui sont liés à la connaissance de base. Donc, bon. Alors là, pour revenir à votre question, c'est pas simple. Je pense que peut-être à l'intérieur, peut-être que la personne étudiante pourrait... ce serait important peut-être de travailler avec la direction de la faculté ou du département pour pas que l'étudiant soit pris à juste avoir à confronter, là, étant donné les relations de pouvoir. Fait que peut-être réfléchir à un système à l'intérieur même de votre école de santé publique pour que les étudiants puissent aller chercher des informations puis peut-être avoir du soutien, en fait, pour être capable de confronter ce genre de situation. Mais pour moi, c'est d'agir en amont. Et c'est là où est-ce qu'on a vraiment du pouvoir. Parce qu'une fois que le projet est parti, s'il n'est pas bien bâti, c'est presque certain qu'il y a des enjeux qui vont émerger. Voilà. Oui, puis si je peux me permettre de compléter sur l'importance d'agir en amont. Présentement, à l'Université de Montréal, je fais partie, via les comités d'éthique qui sont indépendants de l'administration universitaire. Donc, on a vraiment des rôles complémentaires, Annie et moi, mais on est en train de... Il y a un rapport spécial particulier qui va être réalisé cette année, là, qui est en cours de travail sur justement les normes éthiques en matière de recherche autochtone à l'Université de Montréal. Donc, l'année dernière, ou en tout cas assez récemment, il y en a eu un qui a été publié sur l'intelligence artificielle. Il va y en avoir un sur la recherche autochtone. Donc, les éléments que je mentionnais aujourd'hui vont s'y retrouver comme étant des éléments clés. Et nous sommes préoccupés, et là, je l'entends aussi, par le fait qu'on mette des normes, mais qu'elles ne soient pas suivies. Alors, ça pourrait très bien faire partie de recommandations, mais je ne peux pas vous m'engager. Mais c'est une réflexion qui est assez importante, l'idée de renforcer les formations, justement, obligatoires. Mais je vous dirais que ça dépend aussi de ce que vous remarquez comme étant accro aux principes éthiques ou juridiques qui s'appliquent. Donc, moi aussi, j'ai une posture aussi d'avocate et de défense de droit dans mon travail. Donc, c'est certain que si on franchit la limite et que même parce que parfois ça arrive, là, et on le sait, là, où il y a même le non-respect de droits quand même assez fondamentaux de personnes et ça se produit quand même en contexte de recherche. Si vous pensez que c'est le cas, ben, même si ça peut créer un malaise, je pense que ça doit être dénoncé de façon polie et respectueuse, mais ça doit être dénoncé. Alors, en santé, de façon générale, on en parle encore. Là, il y avait encore un décès cette semaine. Là. Personnes qui, en raison de discrimination systémique, n'ont pas accès à des soins. Donc, on en est jusque-là. Donc, imaginez en recherche les violations parfois de droits qui existent et de consentement. C'est là. Donc, si vous en êtes à constater quelque chose qui va à ce niveau-là, parce que ça existe en ce moment, ben, je pense qu'on a une responsabilité d'agir à ce moment-là.
évidemment en évitant de mettre en situation difficile l'étudiant, là. Mais justement, en tant que nous-mêmes professeurs, ben je pense qu'on peut, on peut peut-être aider à rééquilibrer ce rapport de pouvoir-là. Évidemment, ça demande un peu de... C'est pas facile de se mettre en porte-à-faux comme ça, mais c'est ça aussi d'agir petit pas par petit pas pour défaire la discrimination systémique et notamment en recherche, amener des rapports respectueux et égalitaires. Merci. D'autres questions dans la salle ou contributions aussi? Oui, bonjour. Mon nom est Gwenvelle Balu. Je suis agente de recherche, donc professionnelle de recherche dans l'équipe du docteur Boivin. J'avais un commentaire puis une question. Mon commentaire, c'est que souvent, on adresse ces normes ou ces documents-là beaucoup aux enseignants ou aux professeurs ou chercheurs ou étudiants. Mais les professionnels de recherche sont souvent ceux qui sont en relation avec les personnes avec qui on travaille. Et parfois, on est un peu oublié et c'est un peu comme dans les hôpitaux, le personnel soignant doit aussi être formé à ça. Donc c'est ça. C'était juste pour rajouter ça qu'on est très présent, en fait, sur le terrain. Mon autre question, c'était concernant la propriété intellectuelle. On a des produits ou des outils, des fois, qui sortent de la recherche et qui ont été co-construits. Et moi, je me suis retrouvée avec un enjeu, justement, de comment partager la propriété intellectuelle alors que les fonds sortent des fonds de recherche. Donc, comment arriver à bouger ces structures-là quand il n'y a encore rien en place? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a de la jurisprudence qu'on peut utiliser pour un petit peu... parce que présentement, on dirait qu'il y a des cadres qui nous bloquent aussi à vouloir aller vers ces façons de faire-là et ouvrir un petit peu les portes. Je ne sais pas si c'est clair, ma question. Oui, votre question est très claire. Puis vous soulevez, bien, déjà, vous avez raison, là, effectivement, les professionnels de recherche doivent être tout à fait inclus, hein? Inclus aussi, puis s'il y a des formations à avoir, doivent être incluses. Oui, la question de la propriété intellectuelle, de façon générale, en contexte autochtone, c'est un des enjeux contemporains qui est assez important. À la fois dans le milieu de la recherche, dans le milieu de l'innovation, des arts, j'en parlais tout à l'heure, c'est un peu la même chose. L'idée même de propriété, on parlait de propriété tantôt de données, c'est parce qu'on a adopté un langage alloctone pour pouvoir être compris. Mais l'idée même de propriété, ça vient d'un monde, tout un monde épistémique qui n'est pas propre au monde autochtone. Ce qui fait que même si aujourd'hui, les communautés évoluent beaucoup en fonction du droit positif qui parle de propriété, propriété des données, propriété de bon. Il y a beaucoup les savoirs qui sont transmis ne sont pas transmis sous une base de propriété, de propriétaire. C'était la même chose aussi pour différentes innovations, différentes créations qui, dans un monde épistémique alloctone, seraient protégées par la propriété intellectuelle au sens général. Ce ne l'est pas, parce que ce n'est pas transmis de la même manière en contexte autochtone. Et oui, il y a des enjeux en matière de reconnaissance, de protection des droits. En ce moment, là où on en est, c'est on demande d'agir, déjà, en suivant des normes éthiques qui respectent l'éthique autochtone. Donc, si on s'engage dans de la recherche avec des Autochtones, on est en partenariat avec les Autochtones. Donc, on doit s'engager à respecter aussi cette éthique et leur vision du monde sur le rapport au savoir. Et que ce soit, donc, au-delà de la propriété, que ce soit au niveau de l'accès. Donc, on peut, et ça même, ça peut se documenter, par exemple, dans un protocole, une entente de protocole de partenariat au départ. On peut documenter qui aura accès, comment on aura accès au savoir, le savoir utile pendant la recherche, le savoir produit après la recherche. Comment on aura accès, comment il sera communiqué, et qui pourra avoir ensuite des droits de gouvernance. Je vous parlais tout à l'heure, il faut y aller plus au niveau de la gouvernance que de la propriété. Et là, il y a des droits réels.
Et ça, en réalité, si on le va sur la base du partenariat, et là, on peut se rattacher, disons, à du droit qui est du droit positif de l'État alloctone, l'idée de partenariat, d'engagement et de consentement dans ce contexte-là. Si on a une entente quand même assez détaillée à cet effet, bien, ça peut nous gouverner quand même de façon assez sûre. Donc ça, à la fois d'un point de vue juridique et des lignes directrices d'un point de vue éthique. Mais oui, lorsque ce n'est pas prévu, il peut surgir des conflits juridiques. Il y en a. Et c'est souhaitable que ça soit résolu dans un sens de respect de l'éthique autochtone. Ouais. Peut-être que j'ajouterais quelque chose. Bien, premièrement, je vous entends, puis le rapport qu'on a fait, c'était avec des personnes chercheuses et étudiantes, mais on est en train de faire un deuxième volume où est-ce qu'on parle justement aux personnes professionnelles, au comité d'éthique, aux personnes qui écrivent les contrats. Donc, on est en train de aussi comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des enjeux de la recherche autochtone, de ces perspectives-là. Donc, il y a quelque chose qui s'en vient bientôt et qui va aussi vous concerner. Peut-être quelque chose par rapport à la propriété, puis tu viens de nommer l'idée de contrat. Je pense que de mon expérience, qu'est-ce qui serait utile de faire, c'est vraiment aussi de bien relire les contrats, parce que les contrats sont écrits par des personnes qui sont très compétentes au niveau de la rédaction de contrats. Mais des fois, on ne pense pas à se poser la question de quel type de données je suis en train de parler ici. Et ce que j'ai réalisé, c'est que parfois, il y a différents types de données dans le même projet de recherche. Et pas toutes les données peuvent être traitées de la même manière. Je vous donne un exemple. Dans un projet, par exemple, en intelligence artificielle, avec une organisation autochtone, ben, en réfléchissant à tout ça, parce qu'on avait de la difficulté à justement venir à une conclusion quant à qui appartient la donnée. Parce qu'une fois qu'un outil d'intelligence artificielle est parti, ça fonctionne presque tout seul, cette chose-là. Et donc, on a quand même réussi à délimiter qu'il y avait des données qui appartenaient aux communautés qui allaient être utilisées pour construire, par exemple, un outil. Alors là, ça, c'est vraiment des données où est-ce que les communautés sont souveraines. Mais après ça, une fois que l'outil est utilisé, il va, lui, aller chercher des données qui ne sont pas en lien avec les communautés. Et donc, cette donnée-là n'est pas. Donc, vous comprenez, des fois, il faut vraiment faire un effort d'aller plus loin puis de se dire de quoi je suis en train de parler ici, parce qu'on ne réfléchit pas à ça. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça? Non, oui, ben, l'intelligence artificielle, c'est très certainement un cas, un cas complexe. Mais moi, je travaille au niveau des grands principes juridiques aussi, d'un point de vue constitutionnel, que ce soit en matière de recherche autochtone ou autre. C'est sûr peut-être que ça amène une facilité à les résoudre un petit peu, ces conflits-là, parce qu'il faut aller à la fois dans le précis, mais après, rattacher ça au général aussi. Dire, ben finalement, mes droits sont en matière de gouvernance, mais quand j'ai un intérêt sur la donnée, quand c'est relié à la communauté, donc quand on revient à ces grands paramètres-là, ben là, ça nous permet d'analyser au cas par cas aussi, là, puis de venir dire, est-ce que ça concerne la communauté ou ça ne la concerne pas? Mais de là, tout l'intérêt à la base d'avoir pris notre temps de faire cette rencontre intellectuelle et éthique où on comprend vraiment la culture de la communauté ou de l'organisation. À quoi ils s'attendent. Avoir le temps d'avoir réellement eu une rencontre là-dessus. Et là, on va, ça évite finalement de se poser ces questions-là juste à la fin, là. Puis c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup abordé, mais bon, vous voyez, quand on part sur la donnée, il y a vraiment plusieurs dimensions à traiter et ça peut amener en fait des enjeux éthiques importants parce que la donnée, est-ce qu'elle est vraiment de nature communautaire, de savoir communautaire, ou si on est en train de faire une recherche, j'ai déjà participé dans des projets de recherche. Est-ce que j'ai besoin d'avoir l'autorisation du Conseil de la Nation pour participer dans la recherche? Ça dépend de qu'est-ce que je suis en train de parler. Est-ce que je suis en train de parler de savoir traditionnel ou je suis en train de parler de mon expérience personnelle comme femme de la nation Huron-Wendat pour peu importe la recherche. Donc, c'est pas aussi. Je pense qu'il faut savoir aussi que c'est pas parce qu'on fait de la recherche avec, par ou pour les Autochtones que tout va nécessairement tomber dans les limites du PCAP, parce que parfois, ce n'est pas des savoirs qui vont être nécessairement traditionnels et qui vont appartenir à la communauté. Donc, c'est cette limite, être capable de faire la différence entre des données qui sont vraiment personnelles, qui appartiennent à la personne, versus des savoirs communautaires, c'est aussi une réflexion que la personne chercheuse doit avoir.
Oui. Ben, je pense que ces questions-là aussi, puis que, comme je mentionnais, qui se soulèvent au-delà aussi du contexte là, de la méthodologie de la recherche en ce moment, là, mais je pense que ça nécessite d'autant plus là, avec les travaux qu'on fait pour repenser les cadres en fait là, de normes éthiques en matière de recherche. Je pense que ça nécessite encore davantage d'amener les gens à planifier ça à l'avance et à ce qu'on justement on guide les personnes à le faire, qu'on continue de développer des formations en ce sens-là. Et éventuellement aussi que ça puisse être analysé par des comités éthiques spécialisés. Donc, ça, de plus en plus, c'est une tendance. Aussi, là, on va vers ça en matière de recherche. On n'a pas encore ça ici, c'est un peu moins présent dans cette portion-ci du pays, disons, et aussi en contexte de recherche francophone, mais dans d'autres universités dans l'ouest du pays. Donc, on va avoir des évaluations éthiques qui vont être vraiment faites par des comités distincts, par des personnes autochtones, et donc on réduit encore le risque que ça puisse se produire. Évidemment, c'est une question de ressources aussi, d'être capable de mettre ça en place. Mais c'est là la tendance là, en matière d'évolution des bonnes pratiques éthiques. Merci. D'autres questions en ligne, peut-être? Oui. Je vais essayer d'articuler ma question, mais j'ai trouvé dans le passé à faire de la recherche avec des communautés autochtones qu'on a fait des bonnes étapes, qu'on a poursuivi les éthiques de PCAP, on a eu la permission les comités éthiques, puis que j'ai fait beaucoup d'efforts de créer des relations avec des aînés, avec les communautés, avec les jeunes, tout ça. Mais que tout s'est bien passé. Mais j'ai trouvé vers la fin que mes profs sont disparus, que j'étais la seule personne à faire les comptes rendus, que peut-être les profs ont déjà commencé d'autres projets, qu'ils ont même pas publié sur la recherche. Alors, je me demande que si je suis la seule qui a déjà expérimenté ces sortes de situations, puis s'il y a des sortes de mécanismes, des façons d'enforcer que ces sortes de choses continuent pas à passer, si ça fait du sens, ma question. Oui, merci beaucoup pour ce témoignage-là. Vous n'êtes vraiment pas la seule personne qui vit ça. Des fois, on peut le vivre aussi de la part auprès de jeunes professeurs. Je suis professeure adjointe aussi. On arrive, on va avoir une approche qui est plus décoloniale. Et puis là aussi, encore une fois, il y a une pression en fait en matière quantitative là, du nombre de projets, du nombre de publications. Puis donc une pression à laisser tomber tout ça. Dans le cadre de différentes rencontres que j'ai eues, puis bon, je parlais d'où on en est ailleurs au Canada, là, parce que parfois, là, j'ai l'impression qu'il y a dans l'évolution, la décolonisation de nos pratiques en contexte universitaire de façon générale, on observe un écart d'à peu près 40 ans entre les pratiques les plus avancées, vraiment dans l'Ouest, et ce qu'on peut retrouver ici pour toutes sortes de raisons. Mais quand on prend exemple sur le cheminement à poursuivre, il est clair que la décolonisation ou l'autochtonisation, par exemple de la recherche, ça ne peut pas se faire en vase clos des autres dimensions de l'université, de l'éducation, donc par exemple le contenu, comment on forme les personnes à cet égard-là. Et ce que vous parlez, c'est un peu la dimension ressources humaines aussi, la façon dont on évalue le travail. À la fois comme étudiant, comme assistant de recherche, à la fois comme professeur. Quand les standards qui sont présents ne correspondent pas à l'éthique de la recherche autochtone, bien évidemment, il y a une pression.
Et dans les endroits qui sont plus avancés, c'est donc une approche systémique qui ça a été modifiée. Donc, à la fois ce qu'on parle aujourd'hui, les méthodologies de recherche, à la fois l'enseignement et à la fois même la reconnaissance au niveau de comment on doit évaluer la performance d'un étudiant, d'un professeur, d'un chercheur en matière autochtone. Et juste pour donner un exemple et de l'importance des relations, que les relations, c'est pas juste quelque chose qui est à côté, là, comme faire du PR au 5 à 7, et puis, non, ça fait partie du processus de recherche, avant, pendant, après, pour agir de façon éthique. Ça prend du temps. Je parlais, par exemple, à une personne autochtone plus aînée qui me parlait de, c'est ça, son cheminement sur à peu près 40 ans de carrière. Mais maintenant, où elle est, ben, dans son université, c'est reconnu que dans son contrat de travail comme professeur, il y a le tiers de son temps qui est dédié à des relations, finalement, pour faire de la recherche correctement. Donc, c'est un exemple, mais je pense que les institutions doivent aller vers ça aussi, soutenir ça. Et n'hésitez pas à rappeler des bonnes pratiques, la documentation qui peut appuyer votre démarche. Ne baissez pas les bras. On va vers la reconnaissance de ce travail-là. Je voudrais dire peut-être juste un mini ajout, c'est que, tu sais, on est en train justement de parler de décolonisation et non pas d'EDI ici. Donc, il faut aussi s'armer de patience. Parce qu'on travaille, on avec des systèmes, des structures qui fonctionnent, qui sont rodées, là, qui fonctionnent super bien en termes d'un type de recherche, par exemple. Et là, on est en train de trouver que certains types de recherche qui ne fonctionnent pas nécessairement là-dedans. Donc, de reconstruire peut-être des systèmes alternatifs pour être capable justement d'évaluer, de soutenir, de mieux soutenir les professeurs, les personnes étudiantes dans ces processus-là, bien, ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il faut comprendre. On a parlé des rapports de recherche tout à l'heure, c'est des diagnostics institutionnels en fait qu'on fait. On essaye de trouver en fait les barrières, les enjeux pour être capable après ça de mieux travailler sur celles-ci. Mais après ça, ben, ça prend aussi du temps à mettre ça en place. Donc, il faut s'armer de patience. C'est pour ça que je pense qu'il faut aussi réfléchir d'une posture de personne chercheuse, personne professionnelle de recherche, personne étudiante, au niveau de la posture, puis réfléchir comment en amont je peux m'assurer que je fais du mieux que je peux. Puis aussi comprendre qu'il y a peut-être des implications actuellement à commencer à faire de la recherche au niveau des premiers peuples, parce que le système n'est peut-être pas tout à fait en place pour soutenir ça. Donc, il faut se poser la question, est-ce que je suis prêt, moi, à m'embarquer dans ce type de recherche-là, puis de le faire de la façon qui est la meilleure pour les communautés, sachant qu'il y a peut-être des barrières là, qui vont se soulever à mesure que j'avance. Je pense que c'est une réflexion qu'il faut avoir parce que c'est ça, tu as mentionné le projet tout à l'heure Apogée, mais je veux dire, ça arrive aussi au niveau micro, où est-ce que c'est des personnes étudiantes qui peuvent commencer des projets, puis là, oups, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Des fois, ça n'a rien à voir avec le contrat, ça n'a rien à voir avec le comité d'éthique. Ça a à voir avec la manière dont la relation a évolué entre la personne chercheuse et la communauté, peut-être un manque de dialogue. Des fois, ça peut être des manques de dialogue à l'intérieur même de la communauté. Des gens qui quittent, des gens qui arrivent, qui ne comprennent pas où est-ce qu'on est rendu, qui disent « Oh, où est-ce qu'on est rendu ici? Pourquoi qu'on fait ça? » Donc, il faut vraiment comme prendre conscience que si on s'engage dans un projet de recherche autochtone, ben qu'est-ce que ça veut vraiment dire, le PCAP? Là? Si vous ne possédez pas la donnée, ben, ça veut dire que c'est possible que les gens avec qui vous travaillez décident qu'ils ne veulent pas que ce soit diffusé de cette façon-là. Fait que là, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de l'importance du dialogue. Parce que quand on se met à dialoguer puis qu'on ne se braque pas, bien là, on est capable d'avancer. Puis de se dire comment on fait, OK, on est en porte-à-faux ici. Vous pensez qu'on ne devrait pas faire ça, nous, on pense que ce serait bon de faire ça. Est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente? Puis souvent, les gens vont comme, mais là, c'est ça. Ça prend un dialogue constructif, mais ce dialogue-là, vous ne pourrez pas l'avoir si la relation n'est pas là. Absolument. Puis il y a un mot qu'on n'a peut-être pas assez dit, mais ça prend de l'humilité. On l'a pas assez toujours. Ça prend tellement d'humilité. Humilité culturelle, humilité intellectuelle.
Mais ça ne devrait pas nous décourager, ça devrait nous stimuler parce que la posture d'humilité du chercheur, qui est celle un peu de réapprendre, d'apprendre autrement, de découvrir un nouveau monde intellectuel, relationnel, façon de comprendre l'environnement, ça devrait nous stimuler, en fait. Mais c'est difficile. C'est Mais difficile c'est quand on est habitué comme à notre domaine. C'est pas toujours encouragé, mais ça devrait nous stimuler. Voilà. Bonjour, Anne-Marie Messinasson, chercheure ici au Centre de recherche en oncologie. Nous, on fait un projet pan-canadien qui est le Marathon de l'Espoir, qui est un projet qui est déjà dans sa 5e année. Et si le budget ne tombe pas, c'est un projet qui va aller en phase 2. C'est un projet qui cherche à comprendre les bases génétiques du cancer, surtout dans pas nécessairement de cancer héréditaire, mais comment on répond aux différents traitements, qu'est-ce qui fait qu'un cancer est plus agressif qu'un autre. On nous a donné comme défi, parce qu'on est pan-canadien, d'ajouter les peuples autochtones. Et donc, on est mal parti parce que c'est un projet qui a déjà 5 ans de vécu. On n'est pas dans une phase de co. On a dans l'ouest du Canada un chercheur autochtone médecin qui parle aux communautés qui sont proches d'elle, qui commence une relation. Mais comment est-ce qu'un chercheur, si on veut vraiment bien faire ça, qu'est-ce que l'université peut nous aider à tisser des liens avec les communautés? Je veux dire, je veux bien commencer, mais si on n'a jamais fait cette recherche-là, on ne sait pas où partir. Avec qui consulter? Comment est-ce qu'on crée? Je veux dire, si on veut même juste commencer un dialogue, avec qui est-ce qu'on dialogue? Je veux dire, je ne veux pas juste trouver un médecin ici puis de reproduire ce qu'ils ont fait. C'est quelqu'un qui elle, d'elle-même, voulait participer. Donc, elle faisait partie initiale du projet. Comment intéresser une communauté? Puis leur parler, puis de savoir est-ce qu'ils ont un intérêt? Puis un peu plus large comme question, c'est que les jeunes ici qui voudraient faire ce genre de recherche-là, qu'est-ce que l'université peut faire pour qu'il y ait un dialogue même avant la construction d'un projet de recherche, même avant la conception du projet? Parce que c'est vraiment là le vrai défi. Comment tu commences ce dialogue-là? Oui. Bien, déjà, moi, je vais vous poser une question. Je ne connais pas bien votre projet, mais je vois quand même la nature très sensible. Tous les Canadiens, pas juste pour les peuples autochtones, parce que c'est quand même... Oui, tous les Canadiens. Mais déjà, juste là, voyez-vous, il y a beaucoup d'Autochtones qui ne se définissent pas comme Canadiens. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Je veux dire, tous les peuples, les peuples immigrants, les populations Oui. qui sont... donc, c'est Oui. pas la sensibilité, Mhm. même pour tes assurances, l'impact sur le contexte génétique, même si le projet ne veut pas se dire un projet génétique, on va séquencer des génomes. Et donc, on va en apprendre beaucoup qui débat notre question initiale. Oui, non, mais je dis ça pour dire, je comprends ce que vous voulez dire, mais voyez, juste là, au niveau de l'approche, là, je vous disais tout à l'heure là, qu'on reconnaissait des droits préexistants, mais juste ça, au niveau parfois de l'approche, on ne s'en rend pas compte, là. Je comprends que vous voulez avoir une idée de l'ensemble de la population qui est sur le territoire. Je vous dirais que c'est assez embêtant de répondre parce que moi, j'ai un malaise au fait d'inclure les personnes à ce stade-ci. J'ai un malaise certain. Je vais parler que pour moi, mais j'ai un malaise. Mais je vais le dire parce qu'en fait, ici, là, je pense que plutôt que les inclure dans votre projet de recherche, il faut peut-être un petit peu, puis je ne connais pas tout, là, mais ce n'est pas la première fois que je vois ça. C'est, disons, une situation assez typique qui fait l'objet de critiques assez importantes de communautés autochtones. Je pense qu'il faut peut-être déconstruire. C'est pour ça que j'ai dit qu'on est mal parti de... Oui. Non, ben, c'est ça, puis On est mal parti. Oui, ben je comprends tout à fait, puis je vous remercie beaucoup de votre question. Je pense que ça nous montre, puis ce n'est pas le seul cas qui arrive. Je pense que dans un cas comme ça, quand on s'en rend compte, il faut peut-être déconstruire là où on en est là, dans l'approche.
Et là, ça va vouloir dire de déconstruire aussi les échéanciers et la façon dont on fonctionne. Parce que là, vous ne pouvez pas juste intégrer un groupe. Tu sais, vous dites que finalement, il y a comme une personne chercheuse qui connaît peut-être des personnes autochtones proches dans un certain secteur. Juste des intégrer comme ça peut ne vraiment pas être suffisant au niveau de la représentativité et du consentement. Peut-être que ça nécessite de mettre sur pause cette dimension-là. Peut-être, est-ce que je peux Oui. peut-être ajouter quelque chose? Ça, je pense que c'est vraiment malcommode comme situation. Malcommode, mon mot est faible, là. Je vais juste employer là, celui-là, mais je pense que souvent, c'est des demandes qui sont faites par des organismes subventionnaires, probablement de bonne foi, parce qu'on va avoir une représentation d'une diversité de personnes dans les projets de recherche. Fait que je comprends des fois que ça peut être difficile à naviguer. Moi, je l'ai vécu aussi comme personne autochtone, où est-ce que je me suis fait demander d'inclure des personnes autochtones. Puis bon, on se dit, ben là, attendez une minute, là, comment on fait pour... Je pense qu'on a d'une part peut-être une responsabilité d'essayer de répondre à ces demandes-là en disant, pas en répondant en faisant n'importe quoi, mais en répondant en disant, écoutez, actuellement, où est-ce que le projet est rendu, ce serait pas sage de faire ça. Ce serait en fait risqué. Ça pourrait compromettre la relation avec les premiers peuples en termes de recherche médicale pour le futur. Je pense que c'est important de le nommer. Puis c'est peut-être une façon de s'en sortir, c'est vous dites que vous avez déjà une personne chercheuse dans une autre province qui a déjà développé des liens. Alors peut-être que c'est de dire on va y aller de façon, ça va être notre objectif à plus long terme de le faire, mais on va commencer par se concentrer par les relations qu'on a avec ce groupe-là. Et puis, on va espérer qu'il y ait peut-être un effet boule de neige, parce que si on fait de la bonne recherche avec le groupe qui est déjà impliqué, ben eux vont probablement dire, hey, vous savez, l'équipe de recherche qui fait le travail sur les génomes, ils sont vraiment respectueux. Et donc ça va peut-être vous emmener à avoir d'autres communautés qui vont vouloir. Mais peut-être c'est aussi de dire, ben écoutez, pour l'instant, on ne peut pas aller plus loin, pas par manque de volonté, mais par manque justement de conditions initiales de développement. Tu sais, je ne sais pas si vous, je sais que c'est pour ça que j'ai appelé ça malcommode, parce que quand on veut aller chercher des fonds, il faut on va se le dire, là, pour répondre aux critères. Mais des fois, je pense qu'il faut aussi être capable de dire, moi, on m'a déjà demandé, j'avais un organisme partenaire dans une demande de subvention, un organisme autochtone, qui ont déjà des personnes aînées qui travaillent avec eux. Donc, nous, dans notre façon de fonctionner, on s'était dit, ben, ça va être ces personnes aînées-là, c'est notre organisme partenaire. Mais on m'a demandé quand même dans la demande d'identifier des aînés. Fait que c'est comme, mais là, ça devient plus. Fait que je pense qu'il y a quelque chose en termes de demande. D'où mon intervention de dire, si on veut vraiment faire de la co-construction, on a besoin de créer des situations où les chercheurs peuvent parler au peuple bien avant la conception de qu'est-ce qu'on veut étudier. C'est qu'est-ce qui leur intéresse par la recherche. Où est-ce qu'il y a des points de convergence et qu'on peut avoir la collaboration. Et là, je vois vraiment un rôle plus d'université qui peut jouer un rôle là-dedans que chaque chercheur individuellement. Oui, puis la piste d'Annie est excellente. Moi, je vous inviterais peut-être aussi à communiquer avec le Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations qui gère les PCAP, qui a été justement créé en réponse à ce genre d'initiative-là dans les années 90, quand l'État fédéral documentait des données comme ça sensibles en santé sur les Autochtones en les impliquant pas assez. C'est un gros mouvement de rejet de ça, de la légitimité de ces données-là et de reprise en compte. Donc, je pense que cette organisation-là là, pourrait sûrement peut-être bien vous guider ou peut-être même vous appuyer dans la démarche que disait Annie pour leur demander de mettre sur pause. Donc, ça fait une légitimité là aussi. Puis aussi, je vous entends par rapport au rôle institutionnel et sachez qu'il y a déjà des personnes dans des positions similaires à la mienne dans plusieurs universités canadiennes. Donc, c'est une association qui s'appelle National Indigenous Senior Leader Association. Je pense que je l'ai dit comme une NIUSLA. Il n'y a pas de nom en français, donc je ne peux pas vous le dire. Ça vient de l'Ouest. Mais on est plusieurs personnes dans ma position et on est en lien avec les conseils de recherche et on essaye justement de soulever ces enjeux-là
qui sont vécues par les chercheurs. Donc, on essaie d'avoir une voix au niveau des gens qui émettent les critères de sélection pour les projets. Bon, pas spécifiquement dans ce cas-là, là, on est sur d'autres dossiers, mais sachez que ce genre d'enjeu-là peut être transmis au conseil de recherche à travers des organismes qui existent déjà. Donc, on vous entend, puis je pense que c'est ça. Quand on parle de changement au niveau des structures, bien ça, c'en est un autre qui est parfois bien au-delà du CHU, de l'Université de Montréal. C'est vraiment, je pense que c'est des réflexions collectives qui doivent avoir lieu des gens qui financent la recherche. Ouais. Oui, puis juste rapidement, en terminant, vous avez une clé qui est importante hein, sur comment, en réalité, là, les idées de recherche, les projets de recherche devraient émaner directement des personnes et des communautés. C'est ça de renverser la gouvernance. Donc, plutôt que d'avoir une idée puis de se magasiner quelqu'un qui va vouloir être en partenariat avec nous, c'est de mettre au service notre expertise. Donc, d'abord, rentrer en relation puis dire, ben moi, je suis chercheur, chercheuse dans tel domaine. Nous, on a telle expertise. J'ai fait ça par le passé. Avez-vous des besoins, des préoccupations? Entrer en relation de cette manière-là. Et là, ben, vous allez pouvoir avoir des idées, identifier les besoins et dire, ah ben, j'aurais ceci à vous proposer. Merci infiniment, Marie. Merci infiniment. Alors, je ne sais pas s'il y avait encore des questions, mais le temps est presque dépassé légèrement. Je tiens vraiment à vous remercier et je vais vous demander de m'aider à les remercier, Karine et Annie. Le mot de fin était pour Aïssata, mais elle a dû partir pour d'autres obligations, alors je me fais le devoir de vous partager le mot de fin. Merci à toutes et à tous, et merci à nos conférencières. Merci pour votre engagement aujourd'hui. Ce que nous avons partagé ici dépasse les mots. C'est dans les relations, dans le respect des savoirs vivants et dans le temps qu'on prend ensemble que se construit une recherche véritablement éthique et humaine. La liberté académique doit s'incarner dans le respect des peuples autochtones et les partenariats doivent être égalitaires, sincères et durables. Et surtout, il est crucial de le dire clairement, la décolonisation et l'autochtonisation ne relèvent pas de l'EDI. Ce sont des démarches profondes, politiques et relationnelles qui ne doivent pas être instrumentalisées, ni réduites à des cases à cocher. Merci encore pour cette richesse partagée. Continuons à marcher ensemble, à écouter, à apprendre et à transformer nos pratiques. Et à très bientôt. Voilà le mot de fin de Aïssata pour le comité équité, diversité et inclusion. L'année prochaine, nous allons avoir l'honneur d'accueillir le professeur Sandro Ishakwan pour la 3e édition de la conférence recherche en santé autochtone. Et on va vous envoyer un sondage d'appréciation. Merci de nous partager vos commentaires. La présentation sera partagée avec les personnes inscrites et nous allons mettre également en ligne dès que possible la conférence pour réécoute. Voilà. Merci encore et bonne suite de journée.